Bonjour à tous. Le Grand Orient de France, la plus grande obédience maçonnique française, ouvrait ses portes lors de la Nuit des musées du 14 mai 2022. L'occasion de voir les coulisses, de découvrir les temples et de poser toutes les questions possibles et imaginables. Pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre, je vous ai préparé une vidéo en immersion. Tout comme les 500 visiteurs de ce soir-là, vous allez pouvoir assister à la présentation d'introduction de Pierre Mollier, le conservateur du musée de la franc-maçonnerie. Puis 3 visites commentées de temples avant de faire un rapide tour du musée. Bien sûr, cela ne remplacera jamais une vraie visite, avoir l'occasion de s'asseoir dans un temple et de poser toutes les questions que l'on veut. Pour cela, sachez que le musée est ouvert tous les jours et qu'il y a des visites guidées tous les week-ends. Je vous mets le lien en description. Bonne vidéo à tous. Et n'oubliez pas que pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos, mais aussi à me rejoindre sur Instagram, Twitter et TikTok. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Voilà, donc c'est la nuit des musées. Donc l'objectif principal, c'est que vous découvriez le musée de la franc-maçonnerie, qui est un musée ouvert au public. C'est un musée de France, ouvert 6 jours par semaine. Et c'est vrai que la franc-maçonnerie, c'est un sujet un peu spécial. Donc l'idée, c'est de vous faire une petite introduction pour que vous puissiez mieux comprendre les vitrines, les pièces qui sont exposées. Voilà. Donc la franc-maçonnerie, comme son nom l'indique, même si on ne la connaît pas bien, il y a un lien avec la maçonnerie, avec le métier. Mais on sait en même temps que les francs-maçons ne construisent plus de cathédrales ou de fortifications. En fait, un peu partout en Europe, il y avait des confréries. Les métiers étaient organisés en confréries. Une confrérie qui gérait la formation, hein, mais aussi la solidarité. Hein, quand on tombe de l'échafaudage, il n'y avait pas de sécurité sociale, donc la confrérie gérait ça. Et puis aussi une partie de la spiritualité. Hein. Au Moyen-Âge, quand on est maçon, ce n'est pas un simple métier technique, hein, on contribue au maintien du monde, il y a un côté prométhéen dans la construction. Voilà. Et donc, ces confréries de maçons, il y en avait un peu partout en Europe. Et à la fin du XVIe siècle et au cours du XVIIe siècle, pour des raisons un peu compliquées, mais dont on pourra parler un peu plus tard, une de ces confréries de maçons, en Grande-Bretagne, en particulier en Écosse, va se transformer en quelque chose d'autre. Alors, à l'origine, c'est une procédure qu'on peut bien comprendre, qui était marginale par nature et qui va se multiplier, c'est l'acceptation. L'acceptation, ça consiste en quoi? Ça consiste à honorer une personnalité, c'est-à-dire un gros client, des notables, les édiles de la ville, le curé ou le pasteur, en le recevant dans la confrérie de métier, mais naturellement, il n'est pas du métier, et donc, souvent, d'ailleurs, autrefois, ces maçons acceptés venaient pour le banquet annuel ou pour une ou deux réunions, mais sans plus. Et alors, pour des raisons assez mystérieuses, entre la fin du XVIe et au XVIIe siècle, des loges vont multiplier l'acceptation et les acceptés, donc des maçons qui n'en sont pas, vont devenir les plus nombreux et ils vont garder le rituel, les cérémonies, la symbolique des confréries de maçons, mais ils vont être des lieux d'échange, de rencontres, de discussion. Et donc, la franc-maçonnerie actuelle, elle est le produit de cette transformation et son acte de naissance de la franc-maçonnerie moderne, c'est en 1717, la création de la première grande loge, qui est à Londres d'ailleurs, et la publication d'un premier texte important que vous verrez au musée dans la première vitrine, qu'on appelle les Constitutions d'Anderson, et qui est un texte assez curieux, qui est un texte double, c'est un livre. La première partie, c'est une édition du début du XVIIIe siècle des règlements médiévaux qui racontent l'histoire du métier, les règles que s'appliquaient les maçons, etc. Et la deuxième partie, c'est des statuts pour cette nouvelle franc-maçonnerie. Et notamment, il y a quelque chose qui est très important, qui va être une constante de la franc-maçonnerie tout au long de son histoire, et quels que soient ses courants, c'est la tolérance religieuse. Alors aujourd'hui, ça nous paraît naturel, la tolérance religieuse, enfin, ça nous paraît encore naturel, en tout cas chez nous, mais au début du XVIIIe siècle, c'est une révolution. Je me rappelle que dans un pays comme la France, les protestants n'ont pas de statut jusqu'en 1784, et ne pas avoir de statut, c'est pas simplement qu'on n'a pas de statut, c'est que par exemple, vos enfants ne peuvent pas hériter de vous, puisque vous n'existez pas, voilà. Et donc, alors je ne parle même pas des juifs, etc. Et donc cette tolérance religieuse, la maçonnerie va la promouvoir tout au long du XVIIIe siècle.
Et cette maçonnerie, au XVIIIe siècle, elle va prendre cette double nature qu'elle a encore aujourd'hui. D'un côté, c'est une société philosophique qui s'intéresse au monde qui nous entoure, qui réfléchit aux questions qui se posent aux hommes de son temps, mais elle a aussi gardé de ses origines une dimension initiatique. C'est-à-dire c'est une société initiatique, c'est-à-dire que quand on rentre dans une loge, c'est pas comme une association où on adhère et puis quand le bureau a validé votre adhésion, vous êtes membre de l'association. Non, c'est une société qui met en œuvre des cérémonies initiatiques et donc quand vous rentrez dans la franc-maçonnerie, vous allez d'abord avoir une cérémonie qui va faire de vous un apprenti, puis au bout d'un certain temps, une autre cérémonie qui va faire un compagnon, puis un maître. Et donc, dès le XVIIIe siècle, il y a cette double nature, à la fois initiatique et philosophique de la franc-maçonnerie. Et en France, et notamment dans les pays latins, la franc-maçonnerie va accompagner et être un des vecteurs des idées nouvelles, des Lumières au XVIIIe siècle, et puis des idées libérales et démocratiques au XIXe siècle. Et même si on ne connaît pas grand-chose de la franc-maçonnerie, on sait, parce qu'on l'a appris à l'école, qu'elle a joué un grand rôle, par exemple, dans l'installation de la Troisième République, qui est le premier régime démocratique durable en France, parce que la Première République, elle a duré quelques années, la deuxième, à peine 2 ans, et la Troisième République, créée en 1870, elle va être un régime qui va enraciner la démocratie et transformer ce vieux pays rural et un peu conservateur qu'était la France en une démocratie moderne. Donc la franc-maçonnerie joue un grand rôle, notamment à la fin du XIXe siècle, vous verrez, on explique ça dans une de nos vitrines, parce que, par exemple, les premiers partis politiques en France datent du début du XXe siècle, le Parti radical en 1901, le Parti socialiste en 1905, mais avant, il n'y a pas vraiment de parti politique, et souvent, les loges vont servir pour fédérer, justement, une opinion politique. Alors, la franc-maçonnerie, elle va être associée donc à l'histoire de France à plusieurs titres. Elle va connaître des périodes très difficiles pendant l'occupation, puisque l'extrême droite, et en l'occurrence les nazis et le gouvernement de Vichy, vont l'interdire et la persécuter. Et la franc-maçonnerie française va se relever à la Libération, au lendemain de la guerre, et elle connaît depuis quelques décennies un assez grand développement. Voilà. Alors, ici, vous êtes au Grand Orient de France, il y a plusieurs obédiences maçonniques. Le Grand Orient de France, c'est la plus ancienne. Il est formé en 1773, mais il prend la suite de ce qu'on appelle la première Grande Loge de France. Donc, le Grand Orient de France plonge ses racines vraiment au cœur du XVIIIe siècle. Il a encore des loges, d'ailleurs, qui datent, je crois que notre plus vieille loge, qui fonctionne encore aujourd'hui, elle date de 1741. Sinon, on a 5 ou 6 loges qui datent des années 1750 et qui n'ont pas arrêté de fonctionner depuis cette époque-là. Donc, c'est la principale obédience maçonnique, mais il y a aussi la Grande Loge, le droit humain, enfin, un certain nombre d'obédiences maçonniques. Et donc, le Grand Orient est la plus ancienne et aujourd'hui encore la plus importante. Voilà, c'était une présentation un peu express, mais l'idée aussi, c'est que vous pouvez poser des questions que vous pouvez avoir. Si vous êtes venu ici, c'est que ça vous intéresse, il y a une certaine curiosité. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions idiotes, il y a des réponses idiotes, j'essaierai de pas en donner, mais vous pouvez vraiment poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit avant qu'on découvre un peu le bâtiment. Ce serait juste pour savoir, c'est quoi des loges? Alors, une loge, là, ça pourrait presque être une loge. Une loge, c'est un groupe de entre 30 et 60 personnes, donc qui se forment comme tel. Ce groupe, que nous appelons loge, il va se réunir 2 fois par mois ou 3 fois par mois. Et lors de cette réunion, il y aura 2 types de travaux. Alors, soit ces fameuses cérémonies. L'idée, c'est que par le rituel et par ces cérémonies, on vous transmet un enseignement symbolique, initiatique, etc. Donc ça arrive 3-4 fois par an. Et puis sinon, le reste du temps, c'est des réunions de travail, mais c'est un travail qui est ritualisé, c'est-à-dire que c'est pas comme notre débat, là, on pose des questions, je réponds, etc. Il y a toute une procédure. Alors, la réunion d'une loge, il y a d'abord un bout de rituel qui vise à faire une sorte de coupure avec le monde extérieur. C'est censé être une sorte de jardin secret, ou en tout cas, on se met un peu en recul du tumulte du monde extérieur. Et puis ensuite, on réfléchit collectivement sur des questions. Alors en général, ça se passe de la façon suivante. Un des frères ou des sœurs de la loge va présenter un sujet sur lequel souvent elle a travaillé pendant plusieurs mois, etc. Et puis, ça va susciter un débat. Et comme ça, on va... Alors, au Grand Orient, on a 2 types d'intérêts. Un intérêt pour faire court pour les questions existentielles, les questions philosophiques, métaphysiques, etc. Et puis, l'idée, c'est que ces débats et cette réflexion et cette inscription de la tradition maçonnique, l'idée, c'est de se perfectionner soi-même. Et nous, on considère qu'il est un peu vain de se perfectionner soi-même si ça n'a pas de conséquences pour le monde qui nous entoure. Donc, 2e type de sujet, des sujets, alors, pas politiques, pour plusieurs raisons,
mais des sujets de société. Par exemple, moi, dans ma loge, on a travaillé sur les questions de bioéthique. Hein, c'est des questions qui se posent à nous aujourd'hui. Et moi, j'ai fait des études d'histoire, donc la bioéthique, j'y connaissais rien. Donc, ça m'a permis d'être un meilleur citoyen en m'interrogeant sur ces questions-là. On a beaucoup fait de choses autour du transhumanisme, par exemple, c'est dans la prolongation de la bioéthique. Mais ça peut être des questions plus immédiates, les questions, les enjeux climatiques, les questions de société, comme la nouvelle pauvreté, des choses comme ça. Alors l'idée, c'est qu'on les travaille avec notre méthode à nous, qui est une méthode particulière. Et puis vous savez, il y a deux types de gens. Il y a des gens qui peuvent très bien travailler tout seuls, qui lisent des bouquins, etc. On a tous des comme ça. Puis il y a des gens qui travaillent plus ensemble. Donc la franc-maçonnerie, c'est fait pour les gens qui pensent qu'on travaille mieux, enfin dont leur sensibilité fait qu'on travaille mieux quand on est ensemble, en groupe et qu'on échange. Et est-ce que ces travaux ont des répercussions sur la société? Alors, ces travaux ont des répercussions sur la société. Alors, quand la maçonnerie était très impliquée dans le monde politique, donc à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, jusqu'à la guerre de 14, le Grand Orient avait une sorte d'osmose avec le gouvernement et donc ça passait dans les lois, etc. Aujourd'hui, on est plus en retrait parce qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques, etc. Mais il y a toute une série de procédures. Au Parlement, par exemple, les députés ont des commissions où ils reçoivent les institutions philosophiques ou les églises ou les syndicats, etc. Et donc, nous, par exemple, chaque année, on appelle une question à l'étude des loges. Donc, toutes les loges travaillent, par exemple, sur la bioéthique, etc. Et le Grand Orient en fait la synthèse et il va porter cette synthèse à la commission parlementaire qui s'en occupe. Et je parlais de la loi sur les bioéthiques, mais les actuelles lois sur la bioéthique, il y a quelques éléments où c'est la contribution du Grand Orient qui a modifié tel point, qui a, par exemple, sur les questions d'expérimentation, des choses comme ça. Donc, effectivement, elles ont des conséquences. Alors, la première conséquence, c'est qu'en travaillant collectivement là-dessus, on essaie d'être en tout cas de meilleurs citoyens. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on transmet un certain nombre de conclusions, effectivement, au pouvoir public. Mais du coup, vous êtes une sorte de think tank un peu ou pas? Alors, il y a cet aspect-là. Aujourd'hui, on appelle ça un think tank, mais effectivement, autrefois, il y a un peu cet aspect-là. Et justement, pour mieux comprendre l'articulation globale, donc une personne dépend d'une loge, c'est bien fait. Exactement. Est-ce qu'il y a une espèce d'ordre de fédération à la fois au niveau national, mais également international, et comment ça se matérialise? Alors, il y a surtout une fédération au niveau national, c'est-à-dire que donc, imaginez qu'on soit une loge, donc on est une loge ensemble. Cette loge, elle est au Grand Orient, donc le Grand Orient, c'est une fédération de loges. Il a 1350 loges aujourd'hui, certaines anciennes, comme je disais tout à l'heure, d'autres qui ont été créées il y a 2 ans sur un projet ou sur une idée, etc. Et donc, mais à côté du Grand Orient, il y a d'autres fédérations de loges. Il y a la Grande Loge. Alors, la Grande Loge s'est séparée du Grand Orient en 1821 pour des histoires de rituels difficiles à expliquer vu de l'extérieur. Et donc, c'est la deuxième grande obédience historique française. Est arrivée au cours du XIXe siècle la question de la femme en franc-maçonnerie, parce qu'à l'origine, c'était purement masculin. Et donc, c'est créé en 1893 une obédience mixte, le droit humain, qui a joué un grand rôle dans les débuts du féminisme en France. Et puis, il y a comme ça toute une série d'obédiences. Il y a à peu près aujourd'hui, probablement autour de 180 000 maçons en France. Et vous voyez, au Grand Orient, il y en a 50 000. Donc, c'est encore le plus gros morceau. Et en général, enfin, les relations sont cordiales. Il n'y a pas de concurrence. Voilà, c'est simplement historiquement, voilà, il y a plusieurs obédiences. Mais on a en général d'excellentes relations entre ces différentes obédiences. Chacun a sa sensibilité. Le Grand Orient reste attaché à l'idée qu'il faut s'occuper du monde qui nous entoure, alors que la Grande Loge va être plus concentrée sur les questions métaphysiques ou ces choses-là. Voilà, donc il y a quelques orientations qui sont spécifiques, mais sinon, toutes ces obédiences vivent en général en bonne intelligence. Et au niveau international? Alors, au niveau international, il y a effectivement des relations entre les obédiences. Nous, par exemple, le Grand Orient, on est assez liés avec le Grand Orient du Portugal, le Grand Orient de Belgique, la Grande Loge symbolique espagnole et la Grande Loge d'Italie. Voilà, donc il y a effectivement des échanges. C'est quoi les critères d'éligibilité pour entrer? Alors, le principe de la franc-maçonnerie, c'est de rassembler des gens d'origine différente. L'idée, c'est que dans une loge, on raconte, le rêve, c'est qu'effectivement, des gens qui ne se seraient pas rencontrés par ailleurs se rencontrent là, donc ils sont très larges. Alors, comment est-ce qu'on rentre dans une loge? Eh bien,
Le profil, je vous donne une sorte de profil moyen, c'est quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans, qui a stabilisé sa vie personnelle, qui a son boulot, etc. C'est déjà pas mal aujourd'hui d'avoir d'avoir son boulot, sa famille, etc. Bon, ça va pas de soi, mais enfin bon, voilà. Et puis qui se dit, bon, tout ça c'est bien, mais j'aspire un peu à autre chose. Quand je faisais mes études, ben, on faisait des recherches, on faisait des dissertes, etc. J'ai envie de continuer un peu à réfléchir, etc. Alors, soit deux cas de figure, soit en papotant avec des amis, il a un ami franc-maçon qui va lui dire, bah tiens, si tu t'intéresses à ça, moi j'ai avec des amis, on fait un truc, etc. Puis il file dans l'aiguille, ça. Soit s'il s'intéresse à la franc-maçonnerie et qu'il n'a pas spécialement d'amis maçons, qu'il ne le sait pas, eh bien c'est comme tout aujourd'hui, le Grand Orient a un site internet, on peut prendre contact, etc. Alors en revanche, la procédure pour devenir franc-maçon, elle est un peu longue, hein, c'est pas comme on clique sur Amazon et on a le bouquin le lendemain, parce que il y a un certain nombre d'échanges entre le candidat et les membres de la loge, des rencontres, parce que à la fois il faut que la loge connaisse mieux le candidat, et en même temps que le candidat connaisse mieux la loge, parce qu'il y a quand même des variations de sensibilité, etc. Et puis on veille à ce que les gens ne fassent pas d'erreurs d'orientation. Par exemple, on a des candidats où finalement, en réfléchissant avec eux, on s'aperçoit qu'ils sont plus intéressés par un engagement politique, autre comme ça, nous on n'est pas un parti politique. D'autres, en fait, cherchent une sorte de substitut d'église, on n'est pas un substitut d'église, etc. D'autres, enfin, pourraient chercher un réseau, pourquoi pas. Mais là, il faut plus s'orienter vers les clubs services, le Lions, le Rotary, des choses comme ça. Donc voilà, une fois qu'on a bien échangé, eh bien, le candidat, dans une sorte de cérémonie qu'on appelle le passage sur le bandeau, rencontre l'ensemble de la loge. En général, si ça va jusque-là, c'est qu'il y a de très fortes chances que sa candidature soit validée. Et je crois d'ailleurs que les 2/3 ou les 3/4 des candidatures sont validées. Celles qui ne sont pas validées, c'est simplement qu'on pense qu'il faut que le candidat réfléchisse encore un peu, donc il fait un deuxième tour de piste, et puis voilà. Et donc, et alors, la différence entre la franc-maçonnerie et une autre association, un think tank par ailleurs, ou d'autres types d'associations, c'est que nous, on n'est pas purement une société de pensée, on est une société initiatique, et donc, à partir du moment où on vous dit, bon, bah, c'est bon, vous pouvez rentrer au Grand Orient, vous ne serez franc-maçon que quand vous aurez vécu la cérémonie d'initiation, et donc vous allez devenir apprenti. Ensuite, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on vous demandera un petit travail sur un sujet souvent de culture maçonnique, de culture symbolique, etc. Et vous allez devenir compagnon, toujours avec une cérémonie, et puis maître, puisque la franc-maçonnerie a gardé cette tripartition de la société de métier dont elle vient, qui est donc apprenti, compagnon, maître. Alors, ce n'est pas des examens, hein, c'est plus un parcours balisé, tout le monde devient maître, sur une période de 5 ans, mais chaque grade diffuse, transmet un certain nombre d'enseignements et de symboles. Voilà un peu comment c'est organisé. Est-ce qu'il y a genre une sorte de constitution que vous pouvez réformer Ah oui, on a un règlement qu'on appelle la Constitution et le règlement général. Alors, notre texte de base, c'est donc Constitution et règlement général. La Constitution, c'est une série de principes généraux, c'est-à-dire que la première condition pour être franc-maçon, en tout cas au Grand Orient, c'est de se reconnaître dans les idées démocratiques, libérales, républicaines, auxquelles s'associe le Grand Orient. Alors c'est très large, hein, il y a des gens de différentes sensibilités politiques, sauf des gens d'extrême droite. On considère que, pour des raisons diverses, voilà, c'est pas notre tradition, mais sinon, il y a des gens de centre droit, de droite, de centre gauche, de gauche, enfin il y a des gens de toutes sensibilités, de même qu'il y a des croyants, des non-croyants, des catholiques, des protestants, enfin voilà. L'idée, c'est, en appliquant notre méthode particulière avec ces rituels et cette façon de s'organiser, de créer entre des gens issus d'origines différentes une sorte de questionnement commun, et avec nos procédures un peu particulières, on pense que ça peut faire une réflexion plus riche. D'autres questions? J'ai une question, c'est par rapport à la symbolique pour l'œil, ce que ça signifie. Alors, on nous pose souvent la question, que veulent dire vos symboles? Alors, je réponds souvent en termes de provocation, un peu de façon provocante, il ne veut rien dire, sinon on le dirait. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la maçonnerie, elle est dépositaire d'une tradition symbolique, mais le symbole, c'est pas un mot, justement, vous savez, on dit souvent que
Dans le cerveau, on a deux hémisphères, un hémisphère rationnel qui construit le discours, etc. Et puis un hémisphère plus intuitif, plus rêveur, etc. Et donc la voix symbolique, elle relève de cet hémisphère plus intuitif, oui, qui n'est pas du discours rationnel. Et l'idée, c'est que par la mise en œuvre de ces rituels, par la méditation de ces symboles, on ouvre notre conscience de façon plus subtile à la réalité du monde qui nous entoure. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est irrationnel, il y a aussi des tas de choses très rationnelles dans la franc-maçonnerie. Disons que cette dimension symbolique, elle relève plus de cette voie intuitive, quelque chose qui est un peu proche de l'esthétique, ou ces choses-là. Et donc, ces cérémonies, un rituel, c'est censé transmettre justement quelque chose de complémentaire. Sinon, on lirait un texte et on dirait aux gens, voilà, vous rentrez au Grand Orient, voilà ce que nous pensons, voilà ce qu'on vous enseigne, etc. Non, l'idée, c'est que quand on les met, il y a un côté un peu théâtre sacré, vous savez, comme on trouve en Orient, dans le rituel, c'est-à-dire que l'espace d'une cérémonie, pendant 1 heure, on vit une sorte de légende et on transmet un certain nombre de symboles. Et nous, par exemple, nos légendes, elles relèvent du Temple de Salomon. C'est un héritage de la maçonnerie opérative. Alors, pourquoi le Temple de Salomon? On est donc les continuateurs de cette société de métier médiévale. Et vous savez que les confréries de métier avaient souvent un saint patron. Alors, par exemple, les gens du textile, souvent, le saint patron, c'est saint Paul, parce que dans l'Évangile, on explique que saint Paul, pour vivre, il ne faisait pas de péché, pour vivre, il tissait des tentes. Donc, les gens du Moyen-Âge qui étaient dans le tissu, ils disaient, notre éminent prédécesseur, on a même un saint qui a été de notre métier, etc. Donc, ils faisaient de saint Paul le saint patron. Dans la Bible, vous avez 2 scènes de construction. La tour de Babel, qui n'a pas très bien fini, et le temple de Salomon. Et donc, le grand modèle symbolique de la maçonnerie médiévale, c'est le temple de Salomon, et nous avons gardé ça. Et donc, c'est pour ça que vous avez 2 colonnes, parce que dans la Bible, on explique que dans le temple de Salomon, il y a 2 colonnes. C'est pour ça que vous avez ce damier. Dans la Bible, on explique que sur le porche du temple, il y avait un pavé mosaïque. Alors, en fait, personne ne sait ce que c'est qu'un pavé mosaïque, mais au Moyen-Âge, on a décidé, on a pensé que c'était un damier. Et donc, voilà, vous êtes dans un... Alors, quand on ouvre les travaux, il y a un certain nombre d'autres symboles que l'on met dans la loge. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la voie symbolique, elle est une voie plus intuitive. Et nos symboles, ils viennent de l'imaginaire du temple de Salomon et aussi, bien sûr, de la symbolique des outils. Le fil à plomb, la guerre, la rectitude, le compas, le discernement. Mais justement, ça va au-delà de cette petite définition un peu courte. Ok, on va aller voir les autres temples. Donc, une partie un peu surélevée où il y a le président qu'on appelle l'Orient et le président s'appelle le Vénérable Maître. Il est assisté d'un orateur et d'un secrétaire. Les frères et les sœurs se mettent sur les 2 colonnes qui sont là. Et au bout, il y a les 2 surveillants, le second surveillant et le premier surveillant. Et les travaux s'organisent de façon rituelle, animés par le Vénérable et ses 2 surveillants. Et donc, les 3 que je vais vous montrer ont la même structure, mais une décoration assez différente. Donc, celui-ci est Art déco, il a été construit en 1924. Une partie des temples du Grand Orient était sur ce modèle, mais comme certains d'entre vous le savent peut-être, la franc-maçonnerie a été interdite par les nazis et par le gouvernement de Vichy entre 1940 et 1944. Et donc, beaucoup de choses ont été détruites. Et donc, ça, c'est un de ceux qui a été conservé et qu'on a restauré d'ailleurs récemment. Donc le président de la loge, qui s'appelle le Vénérable Maître, est ici. Il a à sa gauche un orateur, à sa droite un secrétaire, l'hospitalier, dans le trésorier, l'hospitalier, et surtout les 2 personnages importants à part le Vénérable Maître et le président, c'est les seconds et premiers surveillants. Et donc, quand les frères et les sœurs arrivent ici en fin de journée, alors, ils ont bossé toute la journée, donc ils ont utilisé leur compagnon, etc. Ils rentrent au Grand Orient, ils rejoignent le temple où leur loge va se réunir. Et le rôle du rituel, c'est justement de faire cette coupure avec le monde qui nous entoure, de créer une sorte d'espace un peu sacré ou un peu sacralisé. Et donc, pour pouvoir se livrer aux travaux, on ayant pris cette distance avec cette réalité quotidienne qui nous colle à la peau et dont on veut, quelque temps, enfin de temps en temps, s'échapper un peu. Alors ça, c'est la taille moyenne d'un temple maçonnique. Celui qu'on va voir maintenant, c'est un temple qui sert aux grandes réunions, etc., qui est beaucoup plus grand. Donc sa structure est la même, mais il est beaucoup plus grand.
Et alors, c'est un lieu de mémoire pour la franc-maçonnerie, parce que beaucoup de réunions se sont tenues là, mais c'est aussi un peu un lieu de mémoire pour la France, que dans cette période où la maçonnerie a été très impliquée dans la vie politique, entre 1880 et 1914, beaucoup des mesures qui se sont appliquées ensuite, qui ont été votées comme des lois, ont été discutées ici. Et par exemple, vous verrez au musée, quand on regarde un peu ce qui a créé un peu la protection sociale en France, on parle beaucoup du Front populaire, etc., à juste titre, mais 50 ans avant, il y a ce qu'on appelle le gouvernement Léon-Bourgeois, qui est le premier gouvernement radical socialiste, et qui va créer, ça n'existait pas avant, les premières retraites ouvrières, la loi contre les accidents du travail, l'éducation pour les filles, l'enseignement technique, enfin toute une série de mesures qui fait que la République n'est pas juste un régime, une forme démocratique d'organisation du pouvoir, mais se soucie de ses citoyens et essaye de contribuer à les émanciper, à les former. Et donc, dans cette période, 1890-1905, vraiment, ce lieu ici a été un lieu où ont été réfléchis, ont été conçus beaucoup de mesures qu'on va trouver ensuite transformées en loi.